RFM Midi. Il est midi à Dakar et partout au Sénégal, l'heure du grand journal. Bonjour et bienvenue. Au sommaire, Tamkharit ce soir, la nuit de l'Achoura, très attendue par les enfants, moins pour le fameux couscous que pour l'inusable Tadjobon. Reportage à suivre. Nous irons à Mbelakadiao dans la région de Fatick avec une manifestation des habitants de la commune pour la démolition du pont à péage en construction qui, selon eux, contribue à aggraver l'enclavement de leur localité. Nous reviendrons sur les résultats du baccalauréat, le classement probable par académie et par établissement et les éléments explicatifs de la réussite exceptionnelle de certains établissements comme la maison d'éducation Mariamaba de Gorée. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des fonds politiques accordés au chef de l'État et à d'autres institutions de la République. À la mise en onde d'Abdoulaye Diop. D'abord l'Assemblée nationale où les présidents des 3 groupes parlementaires devaient se réunir ce mardi pour s'accorder sur les modalités de révision du règlement intérieur, la loi organique donc portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aucune information n'a filtré pour l'instant de cette rencontre. On évoque également la réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons bien naturellement dans nos prochaines éditions avec plus d'informations et de détails. Fête de l'Achoura, c'est déjà l'ambiance chez les tout-petits. L'heure est à la fabrication de petits tam-tams et du choix des habits pour le fameux Tadjobon. Pour le traditionnel couscous, les petits sont partagés. Certains attendent avec impatience les repas du soir, tandis que d'autres sont plus obnubilés par le folklore qui s'invite à la fête. Salimata au reportage. Sur un air de fête à la rue 23 de la Médina, des enfants âgés de 7 à 8 ans forment de petits groupes, non loin de leurs habitations. La Tamkharit pour eux, c'est le Tadjobon. Un folklore qui s'est invité à la fête permettant aux garçons de s'habiller comme des filles et vice-versa. Abdou a déjà choisi sa tenue. Non, taïbas. Pour le traditionnel couscous, c'est tout petit, ont leur préférence. Mam Sidi nous explique comment il a fabriqué son petit tam-tam. Pour l'aimer, il ne s'attache pas trop. L'Achoura coïncide avec le 10e jour de l'an musulman, un moment de prière, de partage, mais aussi d'ambiance pour beaucoup d'entre eux. À Tivaouane, la mairie au chevet des populations démunies, 80 bœufs ont été distribués aux 80 quartiers du département, enfin de la ville, pour les besoins de la fête d'Achoura. Les imams et délégués de quartier se sont mobilisés en créant des comités de gestion et ils ont vivement salué les actions de bienfaisance. Cheikh Anta Diop. Le maire de Tivaouane a offert 80 bœufs aux personnes les plus démunies de Tivaouane. Il s'agit, selon Dembo Diopsi, d'aider les couches vulnérables à participer à la fête de Tamkharit. Il existe 80 quartiers. Les 80 bœufs seront distribués avec le président de la commission sociale et le président de la commission religieuse. On a mis le chef de quartier et l'imam. C'est pour que la distribution se fasse dans les quartiers et qu'ils peuvent aider parce qu'eux, ils sont plus au courant des gens qui sont les plus démunis dans le quartier. C'est le chef de quartier et l'imam qui peuvent te dire, dans cette maison-là, ils risquent de ne pas manger ce soir. C'est pour cette raison-là qu'on a pris le chef de quartier et l'imam et on les a mis ensemble. Les imams et délégués de quartier de Tivaouane venus représenter leur
concitoyens ont exprimé toute leur satisfaction. Cela montre que les gens ont bien compris le sens de la solidarité. Abdou Kane, le coordonnateur des imams de la commune de Tivaouane, El Hadj Dergen Mbow, le président des délégués de quartier de Tivaouane. Nous magnifions ce geste et c'est une opportunité de saisir ce moment pour aider les populations. C'est une première ici à Tivaouane. Toutes les personnes démunies seront bien servis. Ainsi, les imams de Tivaouane invitent à une redistribution bienfaisante et ils interpellent les bonnes volontés à faire de même, créer des ressources de bienfaits au bénéfice des populations. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Kaolack, toujours au sujet de la fête de l'Achoura Tamkharit, des ménagères au marché central dénoncent la hausse des prix de certaines denrées ainsi que des prix du poulet, une situation préoccupante selon elles, qui sont obligées de préparer le couscous pour ce soir. Les vendeuses sur place, elles, déplorent toujours leur déguerpissement. Sur tout cela, Fatoumbo. Khadija est au marché central en pleine préparation pour la fête de l'Achoura, une tradition qu'elle perpétue chaque année pour les enfants de son internat. Je gère un internat et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour les achats. Et nous célébrons chaque année la fête de l'Achoura en préparant du bon couscous pour les enfants. Portant un enfant sur son dos, elle trouve les prix de certains denrées et légumes tricolores exorbitants dans ce marché. Mère Astou et Diara, vendeuses de légumes verts, partagent son avis et dénoncent les injections du marché qu'elles considèrent comme la source de leur malheur. C'est vraiment difficile parce que nous n'avons pas où vendre nos marchandises qui sont devenues chères d'ailleurs. Je vends des oignons verts, des poivrons, entre autres condiments. Pour l'Achoura, on ne sent pas trop la fête car les policiers ne cessent jamais de nous chasser. En outre, le prix du poulet a également augmenté, atteignant 4 000 francs l'unité. Selon Aïda Cham, une autre ménagère avec un panier sur la tête, elle exprime son désarroi face à cette situation. Les ménagères sont affluées vers le marché central de Kaolack pour préparer activement l'Achoura, une fête marquée par le traditionnel couscous culinaire du soir. Fatouba Kaolack, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Allons à présent à Fatick, à Mbelakadiao plus précisément, où les populations ont marché pour alerter les autorités. Le pont à péage qui traverse leur commune crée en effet un enclavement. Les habitants n'accèdent plus à certaines exploitations agricoles. L'accès au marché hebdomadaire de la commune est également devenu plus difficile. Les habitants demandent à l'État de simplement démolir le pont en construction. Aminata Goudjabi. Sous un ciel nuageux, des manifestants, tout âge confondus, ont dénoncé l'enclavement de leur commune empiré par la réalisation de l'autoroute à péage Mour-Fatick-Kaolack. Ces habitants de la commune de Mbelakadiao n'accèdent pas à certains de leurs champs agricoles et c'est inadmissible, selon le porte-parole du mouvement Tous contre l'injustice, El Hadj Massiga Sène. Nous n'avons pas d'accès à cette autoroute. Bon, on parle d'accès, de bretelles, pour avoir accès justement à cette autoroute à péage. L'autoroute est passée par nos champs. On n'arrive pas à y avoir accès. Nos exploitations agricoles se trouvent de part et d'autre de cette chaussée. Et malheureusement, les routes traditionnelles d'habitude que nous empruntions pour aller dans nos champs sont devenues obstruées. Ils nous ont fait des tiroirs, mais c'est insuffisant. Cet enclavement, selon les protestataires, va favoriser la pauvreté dans cette localité de l'arrondissement de Ndiop. Le marché hebdomadaire accueille de moins en moins de monde. Il y a des gens qui se situent de l'autre côté de l'autoroute à péage et qui habituellement viennent au marché de Mbelakadiao. Ils n'ont plus de passage pour y venir. Entre le mercredi et le jeudi, il n'y a rien pratiquement. Un pont sophistiqué est en train d'être construit à hauteur de Mbelakadiao par les ouvriers du chantier de l'autoroute. L'objectif est de faciliter le déplacement des populations. Ces dernières ne sont pas convaincues. Les charrettes, moyens de transport le plus utilisé dans la zone, ne pourront pas y circuler, selon El Hadj Massiga Sène. Ils nous ont construit ce pont que vous voyez ici. C'est un pont de 800 mètres, 400 mètres de montée et 400 mètres de descente. S'il y a des gens qui sont malades, et nous avons ici au chef-lieu de commune le poste de santé. Pour y arriver, on ne dispose pas de véhicules, nous avons plutôt des charrettes. Imaginons que cette chaussée-là soit humide et que nous voulions emprunter ce pont pour amener des malades, c'est pas sûr. Il y a alors un risque. Les travaux de l'autoroute avancent. L'infrastructure traverse plusieurs communes rurales de la région de Fatick, mais presque partout, les habitants redoutent des problèmes de mobilité à l'avenir. Aminato Goudjabi, Fatick RFM.
Les populations de Mbella Kadiao qui demandent la démolition du pont qui traverse l'autoroute à péage pour être plus précis. Le syndicat des travailleurs et techniciens de l'agriculture en grève de 24 heures non renouvelable à partir de ce jeudi 18 juillet 2024 à partir de 8 heures. Une façon pour eux d'apporter leur soutien à leurs camarades du syndicat de l'agriculture qui ont reçu une plainte hier de la part du directeur du centre de formation professionnelle et horticole de Cambérène. Voici Mor Diouf, il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs et techniciens de l'agriculture. Le directeur du centre de formation horticole et professionnelle de Cambérène a servi par le biais de son huissier une plainte à nos camarades délégués et membres du comité de gestion du dit centre sur un dossier dont le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est saisi et qui concerne la gestion financière et administrative du directeur. Nous considérons en tant qu'organisation syndicale que cela est une faute administrative extrêmement grave. Elle est également une défiance manifeste de l'autorité, car nous devons le préciser que le ministre n'a pas été informé au préalable par cette plainte. C'est pourquoi nous avons décidé, à partir de jeudi prochain, de décréter une grève générale de 24 heures non renouvelable sur l'ensemble du secteur primaire pour permettre à tous les travailleurs d'aller soutenir nos camarades au commissariat de Golfe Sud. Nous allons également saisir les institutions compétentes, notamment l'OFNAC, pour mettre à sa disposition tous les éléments de preuve que nous avons contre ce directeur. Nous appelons par la même occasion le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire de prendre ses responsabilités face à ce dossier pour mettre fin à l'anarchie qui règne au niveau du centre de formation horticole qui n'a que trop duré, parce qu'on doit le préciser, c'est un conflit qui a duré 3 ans. Préparatifs de l'hivernage, les élèves ingénieurs en santé animale au chevet des paysans du département de Bambey, à l'occasion des journées portes ouvertes du département production animale de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale de Bambey. Les étudiants ont consulté le cheptel et prodigué des conseils aux producteurs de la localité. Voici le docteur Alkali Badji, chef du département production animale de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale de Bambey, au micro de Babacar Diouf. Service à la communauté. Vous savez, les universités ont cette mission et nous remplissons en fait cette mission à notre niveau et que nous recevons ces éleveurs tous les lundis et tous les jeudis, n'est-ce pas, dans le cadre de consultation, de traitement, n'est-ce pas, mais aussi de parasitage. En plus de ça, en fait, ce qui nous permet à chaque fin d'année d'organiser des journées portes ouvertes de la clinique vétérinaire et qui nous permet d'avoir les éleveurs avec qui nous avons eu à travailler pendant toute l'année académique, universitaire, et que ça leur permet, n'est-ce pas, c'est des moments qui permettent de les renforcer en fait leurs animaux pour les préparer à faire face à la saison hivernale. Et c'est dans ce cadre nous avons des cas de chevaux surtout. On a une centaine de chevaux qui ont répondu présents et sur lesquels on a eu à faire comme traitement des parasitages, des vaccinations aussi pour prévenir contre un certain nombre de pathologies et plus précisément la peste équina. Sur les petits ruminants, c'est une prévention par vaccination contre les pathologies comme la pastérolose surtout, mais aussi on a eu sur des brebis, n'est-ce pas, sur lesquels on a fait des diagnostics de gestation. Campagne agricole 2024, l'Union du monde rural se dit satisfait des premiers pas du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. Mador Diouf, le président de cette association, Modou Diouf, président de cette association paysanne, salue la baisse du prix de cession du sac d'engrais, la mise en place précoce des intrants et la protection annoncée des terres de culture. Le voici au micro de Babacar Diouf. L'Union du monde rural manifeste son satisfecit après les 100 jours de gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko en termes de politique agricole. Concernant les semences et notamment l'arachide, sa mise en place est effective sur l'ensemble du territoire national, soit un taux de mise en place de 93%
et un taux de cession de 75% sans dérive et dans de très bonnes conditions. Concernant les engrais, le nouveau régime a presque doublé la quantité allouée l'année dernière. Les paysans l'acquièrent à 6 500, contrairement à la précédente campagne agricole, lors de laquelle le sac revenait aux paysans à 9 000 francs. L'innovation de taille pour cette campagne demeure la mise en place simultanée des semences et des engrais avant même l'installation de l'hivernage. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une véritable rupture. Avec la mise sur pied de coopératives agricoles et la sécurisation du foncier rural par une titrisation, le gouvernement est en train de travailler à faire du paysan un producteur. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les riverains du lac de Mbeubeuss envahis par les eaux à cause d'un canal d'évacuation des eaux pluviales du département installé dans leur quartier par l'ADM, l'agence de développement municipal. Les habitants désemparés demandent des mesures urgentes et l'achèvement des travaux entamés dans leur zone. Reportage Aminataba. À côté du lac de Mbeubeuss se situe le quartier de Médina Gana et environ. Ici, les habitants sont déjà dans les eaux à cause du canal qui déverse dans les habitations. Amadou Ndiaye, membre de l'association des riverains du lac de Mbeubeuss, s'en désole. Pour juste montrer les souffrances de la population face aux inondations. Parce que chaque année, quand il pleut, il y a des riverains de ce canal-là qui sont inondés au point qu'ils déménagent, au point qu'ils ne peuvent plus habiter chez eux pendant l'hivernage, pendant plusieurs mois. D'un hivernage à un autre, il y a toujours de l'eau qui reste. Nous ne sommes jamais pris en compte dans le cadre du plan Orsec. C'est comme s'ils n'avaient pas fait une étude d'impact environnemental. Ce canal-là, il ne devait pas être lâché ici. Ces habitants établis dans la périphérie de la décharge de Mbeubeuss estiment que les lenteurs notées dans l'exécution des travaux de l'ADM sont à l'origine de leur calvaire. Nous ne savons pas ce que l'État va faire ici. Dans un État organisé, je ne peux pas comprendre cela. On pointe du doigt l'ADM. L'ADM terrorise la population. Avant, il n'y avait pas d'eau ici. C'est eux qui ont amené l'eau ici. L'adoption de mesures urgentes avant l'arrivée des prochaines pluies, c'est ce que réclament ces sinistrés précoces de Keur Massar Nord. On prenne dès demain des mesures conservatoires pour empêcher que les eaux qui passent par ce canal-là reviennent inonder les maisons. Le démarrage des travaux pour drainer ce canal jusque dans le lac et faire fonctionner la pompe de Apix vers la mer. L'association qui regroupe les riverains du lac de Mbeubeuss souhaite également bénéficier des ouvrages d'assainissement du projet 2. Elle interpelle le régime en place là-dessus. Aminata Keur Massar, Radio Média. Et on reparle du baccalauréat 2024 avec l'Académie de Dakar qui sort en tête avec le plus fort taux de réussite. Nous vous proposons le classement des académies et des établissements avec certains établissements qui se distinguent par des résultats exceptionnels. L'explication de tout cela dans ce dossier ficelé par Koumba Sandiane Faye. Dakar, meilleure académie des 16 avec son taux de réussite de 60,07%, 48 mentions très bien, près de 60% de taux de réussite pour les filles. L'académie compte 17 lycées publics et plus de 400 écoles privées pour l'enseignement moyen secondaire. Dans l'ensemble de ces établissements, tous les candidats en série S1 au nombre de 187 ont obtenu leur sésame, 183 ont composé. Il y a eu avec cette série 3 mentions très bien, 34 bien et 78 assez bien. Les explications de ces performances avec l'IA de Dakar, Babacar Sadirnion. Le dit dispositif permet aujourd'hui de traquer les difficultés des enfants et permettre effectivement à ces enfants-là de progresser. Un dispositif de remédiation et de renforcement ciblé pour prendre en charge les enfants en difficulté. Deuxième élément, c'est le déploiement également des inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire sur le terrain qui font beaucoup de sorties, beaucoup d'encadrement, autant dans le public que dans le privé, dans le renforcement des capacités, notamment dans les disciplines scientifiques, les mathématiques, les SVT et également les sciences physiques. Quel est le meilleur établissement de l'Académie de Dakar? Cette année, la maison d'éducation Mariam bat à 100% de taux de réussite, ce qui n'est pas nouveau, comme chaque année d'ailleurs, mais la particularité, c'est l'obtention de 100% de mentions. 6 mentions très bien, 14 mentions bien et 9 mentions assez bien. Les 29 candidates de Mariam Abba sont éparpillées dans presque 4
14 centres de Dakar. À Mariamaba, qui peine d'ailleurs à avoir l'arrêté ministériel faisant de l'école un lycée d'excellence pour la promotion interne, la moyenne est de 16. On peut retrouver d'autres écoles parmi les meilleures, comme le lycée Seydou Nourou Tall avec 94% de taux de réussite cette année, Abdul Aziz Dabar de Yoff avec près de 90% de taux de réussite et les écoles privées catholiques comme Immaculée, Jeanne d'Arc, Anne-Marie Javoué, Notre-Dame avec toujours un taux de réussite de plus de 90%. Et puis avant de clore la première partie de cette édition, un mot sur le traitement des premières cargaisons de pétrole de Sangomar. La SAR, la Société africaine de raffinage, n'est pas encore prête. Selon le directeur général, elle va commencer le raffinage fin septembre. La SAR dit attendre des échantillons représentatifs. Mamadou Habib Diop était l'invité des RFM Matin. La technologie usée par Shell est différente de celle usée par la SAR. Le deuxième point, on doit attendre des échantillons représentatifs en parfaite collaboration avec Woodside. Donc les derniers échantillons, nous allons les recevoir au mois de septembre. Mais quoi qu'il en soit, la SAR sera capable de traiter le pétrole brut de Sangomar. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il faudrait des réglages en termes process pour avoir le maximum de rendement. C'est pour ça qu'on préfère attendre donc l'échantillon du mois de septembre pour pouvoir justement faire quelques réglages process de nature à répondre favorablement par rapport à la demande nationale. Le pétrole, le gaz, quels sont les autres domaines que la SAR compte explorer à l'avenir? Voilà, alors à l'avenir, au-delà de l'activité de raffinage, nous allons diversifier justement pour aller vers la pétrochimie. Parce que nous savons que c'est une activité dérivée, ça c'est le premier point, mais le deuxième point c'est qu'il y a une synergie. Parce qu'en général, en stratégie d'entreprise, quand on décide de faire une diversification des activités, cette diversification doit être justifiée par une synergie. Or, en la matière, nous avons une synergie en termes de coûts fixes, en termes de compétences, parce que nous avons des compétences dignes de ce nom au niveau de la SAR qui demain pourraient également s'orienter vers des activités de pétrochimie avec plus de valeur ajoutée, avec un retour sur investissement très intéressant de nature à attirer les investisseurs nationaux et internationaux. Nous avons pensé, par exemple, à produire de l'urée ou propylène parce que la demande est là, une demande nationale, mais nous avons également une demande au niveau de la sous-région. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Enlèvement au Burkina Faso d'un journaliste et d'une figure de l'armée. Un journaliste de la radio Omega et d'un responsable de l'armée connu pour son rôle dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont été enlevés samedi, chacun à son domicile. Boubacar Dieng. Le groupe Média explique que le journaliste célèbre pour sa chronique intitulée « Le défouloir » a été enlevé samedi 13 juillet à 5h du matin à son domicile par des individus armés encagoulés qui sont présentés comme des agents de l'Agence nationale des renseignements. Ils avaient promis à ses proches de le ramener chez lui avant 8h afin d'être à l'heure pour son émission. 3 jours plus tard, il est toujours introuvable. Dans l'après-midi, c'est le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni qui a été kidnappé chez lui avec l'un de ses camarades, le colonel Jules Atto-Sian, ancien directeur central des transmissions. D'après les informations de nos confrères de RFI, il avait été envoyé au Niger dans le cadre des accords de défense entre les pays sahéliens putschistes. C'est récemment qu'il est rentré à Ouagadougou pour préparer un stage en Italie en vue de l'obtention du grade de colonel. Selon des témoins, les deux officiers ont été embarqués par des hommes encagoulés. Le haut gradé est très connu des troupes burkinabées sous la présidence de Roch Marc Christian Kaboré. Il commandait l'académie militaire Georges Namoano de formation des officiers de Pau avant d'être placé au commandement des opérations du théâtre national dans la lutte anti-djihadiste durant la transition du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Au Mali, un proche de l'imam Diko, placé hier sous mandat de dépôt après avoir passé 3 nuits à la brigade d'investigation judiciaire, Youssouf Daba Diawara a comparu en citation directe au tribunal de la commune 5 de Bamako. Il est poursuivi pour opposition à l'autorité légitime. C'est sa participation à une manifestation le 7 juin dernier à Bamako qui lui est reprochée. Cette manifestation a été organisée par la Synergie d'action pour le Mali qui rassemble de nombreux mouvements politiques et de la société civile.
et réclament le retour à l'ordre constitutionnel et dont le CEMAS, l'organisation de l'imam Diko, Youssouf Daba Diawara, en est le coordinateur. La dépouille de l'ancien président Pierre Buyoya en route pour le Burundi où il va être réinhumé avec l'accord du pouvoir burundais. Pierre Buyoya est décédé du Covid-19 en décembre 2020 à Paris où il venait d'atterrir pour les soins. Il a été enterré dans un premier temps à Bamako au Mali où il a été pendant longtemps haut représentant de l'Union africaine. Un nouveau contingent de policiers kenyans a quitté le Kenya hier en direction d'Haïti. Il doit participer à la mission multinationale d'appui à la sécurité qui vise à rétablir la sécurité en Haïti en proie à la violence des gangs. Le Kenya, Suleiman, a proposé d'envoyer au total un millier de policiers en Haïti pour cette mission prévue pour une durée initiale d'1 an jusqu'en octobre 2024. Présidentiel au Rwanda, Paul Kagame est encore plébiscité. Il est en tête avec plus de 99% des voix selon des résultats officiels partiels sur 79% des bulletins de vote dépouillés annoncés ce lundi par la commission électorale. Anna Rocha. Ce ne sont que des résultats provisoires, mais le président Paul Kagame a déjà exprimé sa reconnaissance aux Rwandais qui lui ont renouvelé leur confiance. Au quartier général de son parti, il a promis de travailler avec les Rwandais sur le chemin du développement et de poursuivre les chantiers entamés. Selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale, portant sur près de 80% des bulletins dépouillés, le candidat du Front patriotique rwandais a remporté l'élection présidentielle de lundi avec 99,15% des voix. Paul Kagame était opposé aux mêmes adversaires que lors de la présidentielle de 2017. Le leader du seul parti d'opposition autorisé au Rwanda, Frank Habineza, est le candidat indépendant Philippe Payimana. Des résultats provisoires complets sont attendus le 20 juillet avant la proclamation des résultats définitifs le 27 juillet. Paul Kagame, qui dirige le Rwanda depuis 2000, s'apprête à entamer son 4e mandat à la tête du pays. La conservatrice maltaise Roberta Metsola a été réélue ce mardi présidente du Parlement européen avec une écrasante majorité des eurodéputés à l'ouverture de leur première session plénière qui s'est tenue à Strasbourg. Elle a obtenu Roberta Metsola a été reconduite pour un nouveau mandat de 2 ans et demi par 562 voix contre 61 voix pour son unique adversaire, l'Espagnol Irene Montero. Merci Georges Détié-Diop. RFM Sport. Venons-en maintenant à l'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Suleiman. Afrobasket des U18, le sélectionneur du Sénégal veut avoir les meilleurs en équipe nationale. Il veut avoir les meilleurs de cette catégorie pour aller défendre les couleurs du Sénégal d'abord dans la double confrontation contre la Guinée-Conakry pour décrocher la qualification à l'Afrobasket prévue du 28 août au 8 septembre prochain en Afrique du Sud. Parfait à Divon après sa première séance d'entraînement avec une partie de son groupe. On a procédé par groupe. D'abord, ceux qui étaient à Bamako, eux, ils viendront à partir de jeudi. Donc le groupe là, ils vont venir jusqu'à mercredi, après on va les évaluer. J'ai de l'amertume quand même, j'ai de l'amertume parce que quand on voit ces jeunes-là, potentiels qu'ils ont individuellement, on sent qu'ils manquent beaucoup sur le plan collectif. C'est lié par rapport à la compétition. Ce sont des jeunes qui ne compétissent pas quand même. Parce que si tu le vois, ils ont beaucoup d'énergie, ils courent bien, ils manient bien la balle. Mais sur le jeu, quand vous les mettez une certaine opposition, même un infériorité numérique, ils ne savent pas répondre, régler ça. Il y a certains quand même qui parviennent à sortir du lot. C'est là où j'ai... parce que ce sont des jeunes quand même. S'ils étaient dans des bonnes conditions, des compétitions, des jeunes de compétition quand même, on aura quand même un très très bon groupe local d'abord la COP, sans compter les expatriés. Vous savez, on doit jouer les préliminaires. Les préliminaires, ça sera à partir du 11 jusqu'au 15. Je parle de 12, 13 ou 23, 14 ou 23, 15 pour toi. Donc, parce que l'Afrobasket est repoussé. Quand même, on a assez de temps quand même pour pouvoir travailler. On va commencer par procéder par externat pour faire une présélection avant d'aller en internat
an avec au maximum 18 jours. Après procéder, jouer des tournois et pouvoir avoir une bonne équipe pour être prêt par rapport aux préliminaires d'abord qui sont très très compliqués parce que nous allons jouer avec une équipe guinéenne qui sort d'un mondial parce qu'ils ont eu des U17, U18. U17 qui ont participé au mondial. Je pense qu'ils feront partie du groupe. Jeux olympiques des e-sports, le Sénégal veut des médailles en Arabie Saoudite. Le Sénégal veut remporter des médailles pour la première édition des Jeux olympiques donc des e-sports. Le président de la Fédération sénégalaise des e-sports, Lord Ladjiman, ancien rappeur et actuellement président de la fédération, nous a confié ses ambitions et comment il compte faire pour y aller. L'annonce du CEO pour l'organisation des Jeux olympiques de l'e-sport, nous l'accueillons avec enthousiasme et une grande satisfaction. Aujourd'hui, la résultante en tout cas de cette décision du CEO nous donne un avantage pour avoir en tout cas établi et engagé très tôt cette dynamique pour notre pays. Donc pour revenir aujourd'hui en tout cas sur l'engagement du Sénégal, nous allons travailler avec effectivement le ministère du sport et le CNOS, notamment avec des associations qui sont là très dynamiques. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à faire pour aller dans le bon sens et surtout anticiper. Nous allons très bientôt, en tout cas, établir le contact avec le CNOS qui, je pense, est très occupé en ce moment avec les JO de Paris. Mais je crois que nous allons, en tout cas, ensemble, trouver la bonne stratégie pour engager davantage toutes les ressources nécessaires dont dispose notre pays dans le segment de l'e-sport pour prendre les meilleures chances dans ce domaine. Donc, cette année, nous sommes partis également pour participer à la FIBA, la FIBA électronique, avec l'accompagnement de la Fédération sénégalaise de basketball. Et nous allons également préparer les championnats du monde du sport au niveau de la Chine, 4 décembre 2024, avec la Global eSport Federation. Tout ça pour vous dire que le Sénégal est très bien avancé, a beaucoup d'expertise, de ressources et d'expérience. Le football sur le terrain avec la deuxième rencontre amicale internationale entre les joueuses du Sénégal et les joueuses de la RD Congo. Coup d'envoi à 17h, ce sera au Stade Lat Dior. Et enfin, pour finir, Kylian Mbappé, qui a été officiellement présenté au Real de Madrid à Santiago Bernabéu, où le stade était pratiquement plein. Il a tenu ses premiers mots en espagnol. Il a déclaré vouloir tout donner pour son nouveau club. Mbappé, que nous écoutons. Je vais tout donner, tout ce que j'ai en moi pour ce club. J'aimerais envoyer un message à tous ces enfants qui sont ici présents, qui sont nombreux. Sachez que j'étais comme vous, j'avais un rêve. Et aujourd'hui, je peux l'exaucer. Donc Kylian Mbappé, qui a été accueilli en grande pompe, reste maintenant à rendre cet amour des supporters sur le terrain. Merci Malal Junior Diagne. 12h32 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Notre reportage du jour nous amène à Ndiagne Fall, qui est un village situé dans la commune de Léona, à une trentaine de kilomètres de Louga. La localité n'a aucune infrastructure sociale de base. Le désenclavement, le bitumage de la route qui mène directement au village et l'érection d'un poste de santé, d'une école, entre autres urgences, selon les populations qui se disent oubliées. Nafissatou Ndiaye. Les villages de Ndiagne Fall vivent dans des conditions extrêmement difficiles. La localité est dépourvue d'eau potable et ne dispose pas d'électricité, encore moins de route. Une situation qu'elle déplore. Abdou Fall, habitant du dit village. Effectivement, nous n'avons pas d'électricité ni d'eau. Nous avons seulement de petits forages et la quantité d'eau est insuffisante. Ce qui est plus que déplorable, c'est que l'eau contient du calcaire. Nous n'avons pas de route non plus. C'est que l'eau contient du calcaire. Nous n'avons pas de route non plus. Elle est sablonneuse. Nous souhaitons la construction d'une route. L'éducation des enfants est aussi paralysée dans ce village de la commune de Léona, explique Adama Gayso. Il n'y a pas d'infrastructure dans le village. Nous avons besoin de collèges, de lycées et tant d'autres choses. On interpelle les autorités compétentes. À Ndiagne Fall, on y trouve des agriculteurs. Ces derniers ont aussi des difficultés, selon Tal Fall, le chef du village. Nous avons besoin de chambres froides pour conserver nos productions. Actuellement, nous utilisons des tissus en toile pour les sauver et c'est inadmissible. Les populations de Ndiagne Fall disent être laissées en rade depuis la fondation de leur village, car elles n'ont jamais bénéficié d'infrastructures sociales de base à l'image de pistes de production indispensables à l'évacuation des produits agricoles. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba.
Bonjour. À la une, tir groupé sur Diomaye Faye. Après sa conférence de presse déroulée samedi dernier, voici venue l'heure de la contre-attaque de l'opposition. La paire qui s'est sentie visée par le président au sujet des fonds politiques a riposté. Le journal Source répercute ses paroles sans attendre. Seydou Gueye dit aller de la sorte. Sa sortie révèle une absence préoccupante selon lui de maîtrise à minima du budget et ses règles d'exécution. Il ne s'agit pas d'argent frais logé dans les placards de la présidence de la République. Seydou Gueye de finir par dire ce furent 100 jours d'incompétence, de bavardage, de reniement, de tâtonnement et de confusion de rôle. Thierno Bokoum, lui aussi, est tombé à bras raccourcis sur Diomaye. Selon Thierno, repris par le journal Le Quotidien, Diomaye a choisi d'être président par intérim. Dans son discours, il y a une forme de soumission. Je dirais même qu'il y a un deal entre lui et son premier ministre, sauf que le président par intérim n'est pas dans notre constitution. Mosby Le Jour parle de réplique de l'opposition, réplique de la paire qui sale le couscous. Commentaire de sucré salé du Quotidien. Il s'agit d'un roi fainéant, une banale expression d'exercice de pouvoir. La DPG du Premier ministre a contribué à mettre encore plus en lumière le pouvoir du président Diomaye Faye. En voulant exonérer son chef de gouvernement, le chef de l'État a fait comprendre à l'opinion qu'il était bien aise de n'être qu'un roi fainéant et que l'axe du pouvoir n'était pas de son côté. Bref, Diomaye, lors de son face-à-face avec les médias, a donné l'impression d'être mari battu, fier de sa situation. Pas étonnant que toutes les oppositions lui tombent dessus et contrairement à ce qu'il peut croire, le temps ne va pas lasser ses contenteurs, dit encore le confrère. Dr Yeroya dit aller de son commentaire dans le journal Le Mandat. En fait, le président Diomaye Faye nous a dit clairement que son allégeance première ne va pas à la République mais à son gourou et premier ministre et que donc ce mandat sert à lui paver la voie vers le fauteuil présidentiel. Nous avons perdu 100 jours et nous perdrons 5 ans puisque ce mandat est dédié à la réalisation de l'ambition d'un individu. Et pour cet individu, dit encore le commentateur, le président est prêt à tout, y compris des réformes institutionnelles, des modifications constitutionnelles. Oui, pour arrêter la banalisation de nos institutions, à commencer par la première d'entre elles et empêcher la déconstruction de notre République pour le bon plaisir et l'ambition d'un individu, il est grand temps de se réveiller en empêchant à cet individu de réussir de l'intérieur ce qu'il n'a pas reçu de l'extérieur. La négation de la République du Sénégal, dit encore le docteur Yoroya. À la une du journal LAS, bras de fer entre l'Assemblée nationale et le Premier ministre, une réunion cruciale prévue aujourd'hui. L'ultimatum fixé par le Premier ministre aux députés a expiré depuis hier, dit le journal, mais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale reste inchangé jusque-là afin d'enjamber ce point qui empêche le Premier ministre de donner sa déclaration de politique générale. Une réunion est prévue ce matin donc. En tout cas, c'est ce qu'a fait savoir hier lors du point de presse animé par l'APR, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow. La réunion va se tenir ce matin donc à l'Assemblée. Elle va réunir, à en croire le chef de file des députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, les 3 présidents du groupe parlementaire. Cette rencontre sera l'occasion pour les députés de trouver un accord total. À la une du journal Bosby Le Jour, l'affaire de la supposée corruption du juge du Conseil constitutionnel, Doudou Wade remet le dossier sur la table. Doudou refuse que l'affaire de la corruption supposée de 2 membres du Conseil constitutionnel suite à l'invalidation de la candidature de Karim Wade, souvenez-vous, soit enterrée en marge d'un atelier d'échange sur le système électoral animé ce week-end. Le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais a réclamé la lumière dans ce dossier qui avait mis le pays sens dessous à l'origine, selon le président Macky Sall, de sa décision de reporter la présidentielle. Fin de citation. On termine par du sport en première page du journal Stade Quotidien. Le prince Harry Kane sans couronne, qu'un titre en club et en sélection. Jusque-là, le journal nous dit que le capitaine anglais Harry Kane, jamais sacré, a vu son rêve s'envoler une fois de plus dans la nuit de Berlin dimanche en finale de l'Euro. Finale gagnée par l'Espagne, prolongeant l'anomalie dont champion sans couronne à bientôt 31 ans et malgré ses plus de 400 buts inscrits donc depuis le début de sa carrière. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h39, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons débattre des fonds politiques, des fonds polémiques accordés au chef de l'État et à d'autres institutions de la République. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Babacar Gaye, ancien président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.
Babacar Gaye, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Cheikh Omar Sy, ancien député à l'Assemblée nationale. Cheikh Omar Sy, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on va commencer avec vous, Babacar Gaye. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être éclairer notre lanterne sur ces fameux fonds. Certains parlent de fonds politiques, d'autres de fonds spéciaux, d'autres de fonds secrets. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière toutes ces appellations? Tout dépend de celui qui se prononce sur la question. Quand un homme politique en campagne électorale parle de fonds politiques, il parle des crédits qui sont mis à la disposition du président de la République par la loi de finances, c'est-à-dire par une décision, une autorisation des députés de l'Assemblée nationale. Par contre, quand un initié parle de fonds politiques, il fait allusion à une rubrique des crédits de transfert courant qui sont affectés à la présidence de la République. Et parmi ces crédits de transfert courant, il y a les fonds secrets, il y a les fonds spéciaux, il y a les fonds politiques, il y a les fonds d'intégration africaine et fonds de solidarité. Donc, c'est tellement spécifié dans la nomenclature budgétaire qu'un homme averti ne peut pas faire une confusion. Par contre, quand c'est un politicien qui parle, forcément, on pense aux 8 milliards qui sont affectés au président de la République et qui est la somme de l'ensemble de ces fonds destinés à des interventions qui sont des interventions différentes. Alors, comment savoir à ce moment-là si les allégations du président de la République lors de l'interview qu'il a accordée à une partie de la presse sénégalaise, comment vérifier tout ça? C'est-à-dire que les fonds qui ont été sous cette appellation générique de fonds politiques accordés au chef de l'État ont été consommés en totalité à 3 mois, donc à la fin de son mandat. Vous savez, il ne faut pas que vous le dédouaniez en parlant de l'acceptation juridique des fonds politiques dont il parle. Quand le président de la République a parlé de ces fonds, il répondait à une question des journalistes qui lui rappelait la promesse faite par lui-même, par Ousmane Sonko, de supprimer les fonds politiques. Quand il le disait, il n'avait pas donné de spécification parce que les Sénégalais avaient entendu à chaque fois qu'il faisait référence à 8 millions, 10 millions, 17 millions. Ça veut dire donc que c'est l'ensemble des crédits votés pour le président qu'il appelait fonds politiques. Nonobstant cela, il n'est pas possible aujourd'hui, au deuxième trimestre, j'allais dire au premier trimestre, parce que le président Diomaye est arrivé au mois d'avril, que les fonds politiques ou les crédits destinés aux fonds politiques aient été totalement consommés. Pourquoi? Ceux qui connaissent les finances publiques, ceux qui connaissent comment on gère les crédits, savent que, en général, pour les services de l'État, il y a une gestion très rigoureuse du rythme de consommation des crédits. Et sous ce rapport, pour les institutions comme la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale, c'est par trimestre ou par mois que l'on décaisse une partie, ça peut être le 12e provisionnel, ça peut être aussi le quart provisionnel, comme c'est par trimestre, et qu'on affecte à l'autorité qui est destinataire de ces ressources-là. À charge pour lui maintenant de les consommer dans le mois ou dans les 3 mois. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait engagé l'ensemble des crédits destinés aux fonds politiques du président de la République sur toute l'année. Parce que ce n'est même pas c'est pas une qualité de gestion budgétaire. Parce qu'en général, l'État n'a pas dans des valises les 7 000 milliards de crédits destinés à notre budget.
Il a de l'argent au fur et à mesure, et de ce point de vue, il alimente la présidence, il alimente le Conseil économique et social, il paye les dettes, il paye les fournisseurs, il paye les salaires. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est en termes de trésorerie. D'accord, on reviendra plus en détail sur ces considérations. Le temps d'introduire Cheikh Omar Sy, ancien député à l'Assemblée nationale. On vous a entendu sur cette question, mais plus spécifiquement aujourd'hui, comment régler cette question d'abord pour éclairer la lanterne de l'opinion sur cette affaire de consommation de l'ensemble des crédits qui étaient prévus pour les fonds politiques ou les fonds secrets ou spéciaux. Quel est l'instrument qui nous permettra de savoir si ces accusations sont vérifiées, mais surtout pour l'avenir, quelles sont les améliorations à apporter dans la gestion de ces fonds-là d'après vous? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à préciser que monsieur Babacar Gaye a déjà parlé des différents fonds qui existent. Aujourd'hui, la question est simple. Je pense que les gens vont aller chercher des choses compliquées, mais il faut directement poser la question à monsieur Chadiba, qui est le ministère des Finances. Il peut lui-même vous dire si les crédits qui ont été engagés par le président de la République sortant ont été entièrement consommés. Comme monsieur Babacar Gaye vient de le dire, je doute fort que le président Macky Sall ait pu consommer toute une année de fonds politiques de 8 milliards. C'est pas possible. Ça veut dire que le Trésor public a mobilisé entre le moment où on a voté la loi à l'Assemblée nationale en décembre et la mise en place du budget en janvier-février. Ils ont donné à Macky Sall 8 milliards qu'il a consommé en 3 mois. J'en doute fort. Mais est-ce que c'est techniquement possible? Mais c'est pas techniquement possible parce que l'administration publique a une manière de gérer les ressources et je pense que M. Babacar Gaye l'a bien explicité. Les fonds du président de la République sont mis à sa disposition chaque 3 mois. Et ça, c'est selon aujourd'hui l'approvisionnement du trésor public parce que des fois le trésor public a des tensions. Aujourd'hui, je doute fort. Peut-être qu'il a consommé le trimestre qu'on lui a donné, mais ça, c'est le ministère des Finances qui peut nous le dire. Ça, je pense que les preuves, c'est le ministère des Finances qui peut les engager. S'il a consommé aussi les 8 milliards, le ministère des Finances a l'obligation de dire aux Sénégalais, voici les preuves que le président de la République a consommé les 8 milliards de l'année de 2024. Et j'en doute, moi personnellement étant parlementaire, on vote des fonds spéciaux, on les positionne et on attend que les fonds, les recettes soient disponibles pour approvisionner les différents ministères et le budget de la présidence. Deuxièmement, pour cela, il faut renforcer le contrôle parlementaire. Aujourd'hui, Sarkozy a eu face à lui un député qui a finalement pu obliger l'administration française à ce que les fonds soient contrôlés. Il y a des fonds secrets, il y a des fonds qui sont entièrement laissés à la décision du président de la République et c'est normal parce qu'il y a des choses quand même que c'est l'État qui gère. Mais aujourd'hui, on peut retracer les dépenses faites par ces fonds-là. Et ça, c'est important que ce soit les fonds de l'Assemblée nationale. Moi, je me rappelle en 2012, le président Niasse avait énormément de difficultés pour faire quelques dépenses qu'on supposait des dépenses politiques. Il n'a pas pu les faire parce qu'il n'y avait pas de disponibilité à ce moment-là pour l'État pour mettre des fonds à la disposition de l'Assemblée nationale. Alors, c'est le contrôle. C'est une chose. Monsieur le ministre des Finances peut, à travers une loi ou le gouvernement à travers une loi, faire un projet pour renforcer le contrôle du budget du président de la République. On reparlera de ça tout à l'heure et vous me direz notamment quel rôle la Cour des comptes, par exemple, peut jouer dans ce domaine-là. Mais avant cela, Babacar Gaye, j'entends bien que ni l'un ni l'autre ne pense que voilà, il serait possible de consommer facilement, en tout cas, la totalité des fonds politiques en un trimestre. Mais si vous vous souvenez bien, même avant le président Macky Sall, c'était sous le président Abdoulaye Wade, on parlait beaucoup d'appels de fonds du président de la République au niveau du ministère des Finances. Est-ce que c'est du fantasme ou il y a vraiment d'autres moyens d'anticiper la consommation de ces fonds politiques, quitte à régulariser plus tard? C'est à moi? Oui, à vous, Babacar Gaye. Oui.
Oui, vous savez, vous êtes toujours dans les spéculations. Non, je vous pose la question, est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est une spéculation ou il y a un fond de vérité je n'affirme rien, je vous pose la question justement, vous qui êtes... voilà. S'il vous plaît, vous m'avez posé une question, permettez-moi de dire ce que j'en pense. J'ai dit c'est sur la base des spéculations. Quand vous avez utilisé le mot fantasme, pour moi, ça procède de spéculation. Donc, la gestion budgétaire a des normes. C'est d'abord de la loi de finances, ensuite le décret d'application de ces lois de finances. La comptabilité publique a des règles. Il y a un décret qui est dédié totalement à la comptabilité publique qui est différente de la comptabilité commerciale, comme on le dit, de manière triviale. Il n'est pas possible, je suis formel, que le Trésor public décaisse en un mois l'intégralité des crédits qui sont destinés à un service de l'État pour l'année. Cela poserait un problème d'abord de trésorerie. Tout à l'heure, je le salue au passage, le député Omar Sy en a parlé. Deuxièmement, il y a quand même les bailleurs de fonds qui ont un œil vigilant sur comment on gère les crédits et les ressources publiques. Troisièmement, je pense que le président Macky Sall ne peut pas, si vraiment il avait toujours son candidat Amrouba, il espérait certainement gagner, bouffer tout l'argent qui était destiné au fonctionnement de la présidence de la République et laisser son successeur les mains nues. De toutes les façons, ça se saurait. Et ce serait une chose qui serait dramatique, qui serait même scandaleuse pour lui. Il aurait peut-être vendangé tout ce qu'il a fait de bien pour ce pays. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il a fait est bien, mais au moins il aura vendangé tout ce qu'il a fait de bien dans ce pays. Donc il faut que les hommes politiques quittent l'espace populiste et parlent la vérité, disent la vérité aux Sénégalais. Omar Sy a raison de dire qu'il appartient aujourd'hui au ministre du Budget, ministre des Finances, celui qui s'occupe du budget de l'État, de sortir une publication dans laquelle il atteste de la véracité des déclarations du président Diomaye Faye. S'il ne le fait pas, il corrobore ses thèses et sous ce rapport, c'est quelqu'un qui avait caché une prévarication des deniers publics. Dans l'un comme dans l'autre, il est dans une situation un peu difficile. Et l'avenir nous dira bien naturellement. Je vous remercie Babacar Gaye, ancien président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Je termine avec vous, cher Omar Sy. Comme je vous l'avais dit, vous avez proposé le renforcement du contrôle parlementaire de l'exécution budgétaire. Qu'en est-il de la Cour des comptes qui, jusqu'à une certaine limite, est quand même responsable du contrôle juridictionnel de l'exécution du budget? Mais la Cour des comptes va faire forcément son travail pour nous dire exactement si ces fonds ont été consommés. Mais elle ne pourra le faire qu'à la fin de cet exercice-là. Parce que l'exercice le budget ne vient d'être que voté en 2024, pour l'année 2024. Donc, mais le contrôle, parce qu'on met plus l'accent sur la législation, sur le fait que les parlementaires légifèrent, alors qu'il y a plus de contrôle à faire à ce niveau-là sur les dépenses publiques. Et aujourd'hui, comme je le dis et je le maintiens, c'est au ministère des Finances, cher Issa, de nous faire une sortie, de dire effectivement que je corrobore ce que le président de la République a dit et que les 8 milliards qui ont été mis à la disposition du président Macky Sall ont été consommés. À ce moment-là, on prend les décisions d'aller chercher le président Macky Sall à l'extérieur et qu'on le mette face au peuple sénégalais et qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a fait avec ces 8 milliards-là. Cher Diba, ministre des Finances et du Budget, qui était à l'époque également le directeur de la planification budgétaire aux côtés de la planification, ça quelque chose. Malheureusement, la connexion semble fuir un peu, comme on dit. En tout cas, on a compris l'essentiel avec vous, cher Omar Sy, ancien député à l'Assemblée nationale. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce point de vue et nous vous retrouverons dans notre édition en Wolof dans un peu moins d'une heure. Il est quoi? Il est
12h54 et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Et la Ndiogoudienne à la rédaction en chef d'édition Awambaï à la mise en onde d'Abdoulaye Diop, Maïsambaï au digital à la production Aliounba. À 13h, le grand journal en Wolof vous sera présenté par Fama John. Excellente suite des programmes. Au revoir.